Une production des studios Bass. L'épisode de cette semaine est une présentation du garage Arleco. Arleco, servir au-delà de la réparation. Tesla livre presque 1 million de Tesla en 2021. Chevrolet dévoile plusieurs nouveaux véhicules électriques, dont le Silverado EV. Laurent Gigon, dans sa chronique, nous parle des nouvelles batteries LFP dans les Tesla, les réflexions branchées de Claude Gauthier. On parle des matières premières pour fabriquer des véhicules électriques. En grande entrevue avec Jean Gariepi de Bectrol, on parle des différents types de recharge pour véhicules électriques. Contrairement à ce que des fois les gens vont mentionner, une borne n'est pas le chargeur. Le chargeur, il est caché dans l'auto. C'est pour ça qu'on dit que c'est un chargeur embarqué. Tout ça et bien plus encore dans ce tout nouvel épisode de la 6e saison de Silence on roule. Et c'est parti pour la saison 6 de Silence on roule avec ce nouvel épisode 117. Bonne et heureuse année 2022 à tous nos fidèles auditeurs. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau temps des fêtes malgré les restrictions qui étaient en vigueur. Pour plusieurs, c'est un peu décevant de ne pas pouvoir rencontrer ou voir la famille telle que prévu. Mais quoi qu'il en soit, on est rendu en 2022. Il faut être positif, il faut regarder dans la bonne direction. Je pense que les choses vont s'améliorer. On reste prudent, on garde le cap, on va y arriver. Écoutez, on parle la saison 6, donc cette nouvelle année de Silence on roule avec plein de sujets super intéressants pour vous, plein de nouveautés également, vous allez voir, qui vont se joindre au fil du temps, mais quoi qu'il en soit, ça garde le même cachet, c'est la même émission, le même type d'épisode, donc on demeure 100% ouvert également à vos suggestions de thèmes à traiter. Gênez-vous pas pour nous écrire martin@silenceonroule.com si vous voulez en savoir un peu plus sur certains sujets, certains véhicules, certains fonctionnements d'appareils ou quoi qu'il en soit. Donc, on va essayer de faire le tour le plus possible des sujets qui vous préoccupent, vous, chers électromobilistes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, notre thème, on va parler des différents types de recharge. C'est une question que vous me posez souvent. Vous voulez mieux comprendre les recharges niveau 1, niveau 2, les recharges rapides. On va faire le tour avec un expert tout à l'heure, Jean Gariepi de la compagnie Bectrol. Vous allez voir, ça va vous donner une bonne idée des nuances entre les différents types de recharge, puis vous allez vous démêler un petit peu plus, je pense. Ceux qui ne l'ont pas encore fait, s'il vous plaît, abonnez-vous à Silence on roule. Vous pouvez aller au abonnement.silenceonroule.com. C'est gratuit. Ça vous permet de télécharger automatiquement les épisodes sur votre appareil. Si vous êtes avec un appareil Apple, vous pouvez également nous mettre une note, noter notre podcast. Là, c'est un nombre d'étoiles de 1 à 5, évidemment. Meilleure est notre note, plus haut on sort dans les engins de recherche, c'est plus facile pour nous. Ça devient de faire la promotion des véhicules électriques. Donc, on vous encourage à nous donner 5 étoiles si vous croyez qu'on le mérite, bien entendu. On revient également avec un tirage. Vous savez qu'avec la compagnie macapuche.com, on fait tirer des protèges ports de recharge pour voitures électriques. Si vous avez une voiture électrique, là, vous savez que l'hiver, lorsqu'on ouvre la petite porte pour se brancher, ben, il arrive que la glace, la neige ou l'eau qui va geler par la suite s'infiltre et ça peut nous causer des problèmes. Donc, macapuche.com propose des ports de recharge, des protèges, ports de recharge de qualité. Et on vous en fait tirer un, mes chers auditeurs, avec un petit concours super simple. Vous devez aller sur notre page Facebook, donc vous tapez dans Facebook là, Silence on roule le podcast. Vous vous assurez d'aimer notre page, donc de cliquer là, le bouton pour aimer notre page et ensuite d'identifier 3 de vos amis. Là, il y en a la dernière fois qui m'ont identifié puis qui ont identifié des collaborateurs du podcast. Nous, on aime déjà la page, donc identifiez 3 de vos amis qui auraient intérêt à connaître Silence on roule. Et puis, nous, de notre côté, ben, on va faire un tirage parmi tous ceux qui auront fait cela, c'est-à-dire aimer notre page et identifier 3 amis. Le tirage aura lieu mardi le 25 janvier. Alors, la personne choisie, on va rentrer en contact avec elle par Facebook, là, aura jusqu'au lendemain, donc mercredi le 26, pour répondre à notre question mystère. Et la question à laquelle vous devez répondre, vous devez nous donner le mot secret suivant. Le mot est électrification. Je répète,
électrification. Vous devrez répondre à ça, puis nous donner de l'information, votre adresse, votre marque, année et modèle de véhicule et la couleur que vous voulez, votre capuche, afin qu'on puisse vous l'expédier, le tout sans frais. Donc, participez en grand nombre à ce concours, là, c'est très, très simple et puis ça va vous permettre de gagner votre capuche. Sans plus tarder, je vous propose qu'on aille tout de suite écouter l'actualité dans le monde des véhicules électriques. Vous voulez des produits qui permettront d'augmenter la valeur de revente de votre véhicule? Chez Précision PPF Vitres teintées, nous sommes à votre service depuis 2015. Nos maîtres installateurs sont tous certifiés et ont plus de 17 ans d'expérience dans le domaine. Nous offrons un service de qualité inégalé quant à la protection par pierre, les soins nanocéramiques ainsi que les vitres teintées. Notre pellicule par pierre ultra résistante est invisible et conservera l'intégrité de votre véhicule tout en prévenant la rouille et en protégeant la peinture contre les débris de la route. Notre traitement nanocéramique possède un puissant effet hydrofuge et il préserve l'éclat et la brillance de votre peinture pour en faciliter l'entretien. Que ce soit pour votre voiture, votre résidence ou votre commerce, Précision PPF Vitres teintées est là pour vous offrir la multitude d'avantages qu'offre la teinte de vitre. Venez nous rencontrer au 1970 Boulevard des Laurentides à Laval. Appelez-nous au 450-490-4488 ou encore venez visiter notre page Facebook Précision PPF Vitres teintées. Nous comblerons vos exigences tout en vous offrant la qualité que vous recherchez. L'actualité dans le monde des VE. Tesla a livré un nombre record de presque 1 million, c'est-à-dire 936 172 véhicules en 2021, tel qu'indiqué dans un rapport de la compagnie, ce qui représente une augmentation de 87 % par rapport aux 499 550 livraisons effectuées par Tesla en 2020. L'entreprise a réussi à livrer 308 600 véhicules au cours du dernier trimestre de 2021 contre 241 300 livraisons au troisième trimestre. Parmi ces livraisons, 11 750 concernaient les modèles S et X, tandis que 296 850 concernaient les modèles 3 et Y. Les modèles 3 et Y ont représenté la majorité des livraisons de l'année avec 936 000 expéditions contre seulement 24 900 pour les modèles S et X. Malgré toute la valeur de Tesla, malgré tout, dis-je, la valeur de Tesla a dépassé les 1 000 milliards de dollars en octobre suite à l'entente avec la société de location de voitures Hertz qui a ajouté 100 000 Tesla à sa flotte. La société a même connu son trimestre le plus rentable de son histoire au troisième trimestre 2021, mais cela pourrait changer étant donné que les résultats du dernier trimestre de 2021 n'ont pas encore été publiés. Les voitures électriques ont représenté près du 2/3 des ventes des nouvelles voitures de la Norvège en 2021. Tesla étant la marque automobile la plus vendue dans l'ensemble, alors que le pays poursuit son objectif d'être le premier à cesser de vendre des voitures à essence et à diesel. Tesla est la marque la plus vendue devant Volkswagen en 2021. La Model 3 est la plus populaire de Tesla en général et les véhicules électriques devraient prendre 75 à 80 % du marché en 2022. Les F-150 s'en viennent et la première année devrait désormais atteindre une production de 150 000 camions. Ford invite maintenant les clients qui ont déjà réservé leur pick-up à commander leur Lightning. Ford a constaté un vif intérêt pour ses camions F-150 et F-150 Pro Lightning, les premières versions entièrement électriques de leur gamme F-Series. Cet intérêt a déjà été confirmé par environ 200 000 réservations. La compagnie craignait que les délais de production soient en retard par rapport à la demande pour les premières années du Lightning et conduisent à des situations et à des majorations absurdes de la part des concessionnaires qui ont été néfastes aux acheteurs du Bronco au cours des dernières années. Ford a réagi en augmentant considérablement sa production. La compagnie souhaite atteindre une capacité de production de 150 000 camions par an à son usine de Dearborn. On reste dans le camion et Chevrolet a dévoilé enfin son Silverado EV 2024. Dans le cadre de la semaine du Consumer Electronics Show qui se tient à Las Vegas, Mara Barra, PDG de General Motors, a dévoilé un véhicule d'une haute importance pour le géant américain, le Silverado électrique. Il se joindra au rang du F-150 Lightning et des GMC Hummer EV qui ont déjà annoncé leur couleur. Chez Ram, on demeure muet quant à l'arrivée éventuelle d'une camionnette électrique.
D'après les informations fournies par le constructeur, le Silverado électrique sera en mesure de parcourir jusqu'à 640 km avec une seule charge. La capacité de la batterie n'a toutefois pas été divulguée. Dans le cas de la version RST First Edition, qui sera millésime 2024, la puissance et le couple se chiffrent respectivement à 660 chevaux et 780 livres-pieds. Il peut remorquer une charge allant jusqu'à 10 000 livres et sa caisse peut recevoir une charge qui pourra s'élever jusqu'à 1300 livres. Elle peut accueillir, lorsque le haillon est fermé, les objets mesurant jusqu'à 5 pieds et 11 pouces. Grâce à un tunnel, comme on peut le voir sur des photos fournies par la compagnie, la banquette arrière qui est très logeable et rabattable, il sera possible de transporter des longs objets. De plus, on remarque la présence d'un coffre à l'avant. Grâce aux suspensions à air et adaptatives, la camionnette peut être soulevée et abaissée jusqu'à 50 mm. On remarque également que dans cette version du Silverado EV, elle sera équipée d'un toit en verre. En novembre dernier, le PDG de Pepsi, Ramon Laguarta, a surpris la communauté des véhicules électriques lorsqu'il a affirmé, lors d'une apparition à CNBC, que son entreprise attendait avec impatience les premières livraisons de semis de Tesla pour le quatrième tiers de 2024. La déclaration était assez choquante puisque le PDG de Tesla, Elon Musk, était demeuré nébuleux quant à la date de sortie du camion tout électrique de type classe 8. À la fin 2021, des semi-remorques de Tesla ont été signalés près de la Gigafactory au Nevada, même si Pepsi croyait devoir attendre un peu plus longtemps avant de pouvoir prendre la livraison de son premier camion électrique. Cependant, cette attente pourrait ne pas être très longue, car des rapports ont suggéré que Pepsi pourrait finir par prendre une livraison de ses 15 premiers camions Tesla Semi dès ce mois-ci. La chronique Tesla est une présentation de la boutique Réserve Bière et Saveurs, la référence en bière, cidre et vin. La boutique Réserve, 1001 rue Patrick Farrar à Chambly. How do you plan a business where you know, the rocket business, you know some of these things are going to blow up on the launch pad? How does the business plan work? I don't really have a business plan. Chronique Tesla avec Laurent Gigon. Bonjour, bienvenue dans une nouvelle chronique Tesla. Aujourd'hui, je vais vous parler des batteries LFP. Alors, pour faire une histoire courte, les batteries LFP, ce sont des batteries qui équipent les modèles 3 SR+ de Chine, qui ont été ensuite livrés en Europe. Et puis maintenant en Amérique du Nord, aux États-Unis, certains propriétaires ont reçu des modèles 3 SR+, avec des batteries LFP. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une batterie LFP? LFP, ça signifie lithium, fer, phosphate. Pourquoi Tesla livre des batteries LFP dans leur modèle 3 SR? Eh bien, c'est parce qu'elles coûtent moins cher. Elles utilisent du fer, qui est très abondant, contrairement au cobalt et nickel. Et puis, ces batteries-là ont une densité énergétique un peu moins bonne que les batteries standards au nickel. Mais c'est pas très grave, puisque, comme vous le savez, la batterie, le pack de batterie SR de la Model 3 a la même dimension que celui du long range, donc il y a comme de la place à l'intérieur. Alors, cette place est occupée par des batteries qui sont moins performantes en termes de densité énergétique, mais qui sont plus faciles à réaliser et qui prennent en fait beaucoup moins de ressources rares, comme je l'ai dit tout à l'heure, le nickel ou le cobalt. Alors, j'ai dressé une liste des avantages et inconvénients. Alors, je vais commencer par les inconvénients. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, la batterie LFP a une densité énergétique plus faible que la batterie NCA, donc au nickel, cobalt, aluminium, et aussi bien en poids qu'en volume. Donc, on parle de 30% de volume de plus pour la même quantité d'énergie dans un pack de batterie. C'est pour ça qu'on la réserve au modèle SR, puisqu'elle ne rentrerait pas, ce format-là ne rentrerait pas dans une batterie long range comme on a sur la Model 3 ou la Model Y. L'autre inconvénient majeur de cette batterie-là, c'est une forte diminution de l'autonomie en dessous de zéro. En fait, c'est une batterie qui a besoin d'être en température en permanence et qui, dans des températures en fait d'hiver, perd beaucoup d'autonomie. Alors cette autonomie est compensée par une gestion thermique,
Ben reste que pour le Québec, c'est encore un gros point d'interrogation. Est-ce que la gestion thermique de la batterie va compenser vraiment la perte qu'on va voir? Donc, on n'a pas encore de données là-dessus. Les avantages maintenant. Donc, comme je l'ai dit, c'est un coût plus faible. Là, on parle de 20% de réduction de coût. C'est une courbe la courbe de voltage en fait est plus stable en fonction du niveau de charge de la batterie. Donc ça permet par exemple d'avoir les mêmes accélérations avec 20% de niveau de charge ou 90% de niveau de charge. On a la possibilité de laisser cette batterie à 100% en tout temps. Donc il n'y a pas d'enjeu de dégradation de batterie à 100% de niveau de charge pendant son usage, pendant la recharge. Aussi, très important, la batterie est 3 fois plus durable que la batterie classique. Cette batterie LFP est capable d'avoir 2000 cycles. Donc on parle d'une batterie qui est capable d'endurer plus d'1 million de kilomètres en durée de vie. Donc c'est très bon, donc moins de dégradation. Donc même si elle offre moins de volume, de quantité d'énergie par volume ou par poids, au fil du temps, il y a de fortes chances qu'elle soit au moins autant performante qu'une autre batterie qui a vécu en fait un petit peu. Bon, l'autre avantage, je l'ai dit tout à l'heure, l'abondance du fer, contrairement au nickel et au cobalt, le fer est vraiment beaucoup plus abondant que le nickel. Donc un avantage, surtout pour la production. Tesla a l'intention de produire énormément de batteries pour fabriquer beaucoup de véhicules. Donc la disponibilité des matières premières est cruciale et le LFP permettrait en fait de s'affranchir en fait des restrictions puis du problème d'accès aux minerais. Il y a également un autre avantage, et ça c'est majeur, au niveau de la sécurité, on constate beaucoup moins d'emballement thermique dans la batterie LFP que dans les autres types de batteries. Et vous le savez, l'emballement thermique, c'est un enjeu de sécurité majeur dans les voitures électriques parce que si une cellule fait défaut et commence à surchauffer, à ce moment-là, la chaleur va être transmise et échangée dans tout le pack de batterie qui pourrait entraîner une dégradation du pack de batterie assez rapide et aussi un feu. Donc, une plus grande sécurité. Alors, ces batteries, Tesla les commande à l'entreprise CATL pour l'instant. C'est une entreprise chinoise, c'est un des plus gros fabricants de batteries en fait mondiales. Et puis, on estime que dans les années à venir, au moins la moitié de sa flotte, la moitié des véhicules vendus par Tesla seront équipés de batteries CATL qui permettront donc, comme je l'ai dit, de s'affranchir des restrictions d'accès aux minéraux et aussi d'avoir plusieurs options, plusieurs cordes à leur arc en termes d'équipement de batteries, puisque certains véhicules à longue autonomie vont avoir besoin de batteries avec de plus grandes densités énergétiques. Donc là, on va parler de batteries au nickel, au nickel essentiellement. Et puis, pour d'autres véhicules standards qui ont 400 km d'autonomie, pas la peine d'aller puiser dans des ressources chères et non disponibles. Donc, ça permet d'avoir un complément, en fait, dans la production de cellules. Alors voilà, j'espère que ça répond à vos interrogations. Et puis, je vous invite à me retrouver sur la page Tout Tesla ou le groupe Tout Tesla sur Facebook si vous avez d'autres questions. Ça m'a fait plaisir de passer ce temps-là avec vous et je vous souhaite un bon début d'année 2022. Bye bye! Vous venez de faire le saut vers l'électrique et devez réfléchir à vos recharges. Vous voulez une borne au chalet? Vous voulez une solution rapide et sans embûches? Il n'y a qu'une solution, Hydro Solutions. Depuis plus de 60 ans, Hydro Solutions est une entreprise québécoise de confiance. Vous les connaissez pour les chauffe-eau, mais ils offrent également un service clé en main pour les bornes de recharge. C'est définitivement l'avenue à privilégier afin de faire affaire avec une entreprise d'expérience qui s'occupera de tout. Demandez une soumission gratuite et sans engagement de votre part au www.hydrosolutions.com. Une seule visite sur leur site web vous permettra de constater la simplicité avec laquelle vous pouvez entamer une démarche afin qu'ils prennent tout en charge. L'analyse de votre situation, l'installation d'une borne de qualité par un installateur certifié et même, au besoin, le financement sur 24 ou 48 mois. Par la suite, en cas de problème, leur équipe d'experts est là pour vous. Hydro Solutions, leur mission, vous simplifier la vie.
On s'est fait poser plusieurs fois la même question au fil du temps, donc des gens qui nous écoutent puis qui veulent avoir un peu plus d'informations sur les bornes de recharge. Non pas des détails techniques hyper sophistiqués ou complexes, mais bien comprendre la nuance entre les différents types de bornes de recharge pour s'y démêler un peu. Et pour en parler avec moi, j'ai la bonne personne, nul autre que Jean Garriépi, qui est directeur développement électrification des transports chez Bectrol. Bonjour Jean. Salut Martin. Écoute, d'abord, avant de se lancer, peut-être nous dire un peu qu'est-ce que Bectrol et puis qu'est-ce que tu fais comme travail là-bas? Bectrol, c'est une entreprise qui est de Saint-Hyacinthe. Bectrol, c'est quand même une entreprise de 42 ans d'existence. Donc, avec le 42 ans, je viens de dire, les gens me disent, ouais, on ne faisait pas de borne il y a 42 ans, on n'était pas électrique. Effectivement, on vient du monde de l'automatisation et moi, ça fait déjà 31 ans que je travaille pour Bectrol. Et j'étais dans le monde de l'automatisation et en 2014, on a débuté nos activités en électrification des transports et ça a vraiment débuté de façon quotidienne. En 2015, et c'est nous qui avons fait l'intégration de bornes de recharge rapide chez Théo Taxi. Donc, c'est de là qu'on a commencé à faire nos classes. Et puis maintenant, c'est un secteur d'activité en soi que moi, je dirige d'électrification des transports. Parfait, ça nous situe. Donc, vous travaillez avec les bornes de recharge, différents types de bornes de recharge, vous les connaissez bien. Et c'est de ça dont j'aimerais qu'on parle aujourd'hui, Jean. Les gens qui veulent s'acheter une voiture électrique, qui savent fort bien qu'ils vont devoir la charger. La charger à la maison, probablement. En fait, à ce moment-là, ils se posent la question, c'est-tu à la maison que ça va se passer? On leur répond oui, c'est principalement là que ça va se passer. Mais aussi parfois à l'extérieur de la maison. Puis, ils entendent parler de différents types de chargeurs. Des chargeurs rapides, des chargeurs réguliers, des niveaux 1, des niveaux 2, des niveaux 3, des chargeurs en courant continu, des chargeurs en courant alternatif. Des 400 volts. Des 400 volts, des 50 kilowatts. Écoute, on en perd notre latin, comme on dit. Bon, pour des gens un peu plus techniques puis qui travaillent là-dedans, ça peut paraître simple, mais pour le commun des mortels qui se lance dans l'aventure, ça peut être un peu déroutant, voire même un peu apeurant au début. On va essayer de démêler tout ça. Donc, c'est quoi un chargeur? Pourquoi ça prend un chargeur? Pourquoi on se branche pas juste direct dans une prise de courant? Explique-nous donc ça. Ben écoute, oui, on peut se brancher dans une prise de courant. Il y a différents types de chargeurs. Mais le principe de base de la recharge, c'est que avec une voiture thermique à essence, on va dans une station-service. Mais la maison, lorsqu'on est en électrique, devient notre station-service. C'est là qu'on met de l'énergie dans notre véhicule. Et de là, se pose la question, est-ce que j'ai besoin d'une borne à la maison? Bien, la réponse est oui. C'est non. Oui. Il faut faire que tu nous expliques ça pour que ça soit plus clair. Pourquoi? Pourquoi ça n'en prend oui une? En fait, on l'a dit, je l'ai dit tantôt, c'est essentiellement la maison. Donc, on va se charger parfois à l'extérieur. On va en parler de ces bornes-là à l'extérieur de la maison. Mais si on veut se charger à la maison, c'est quoi nos options? Bien, nos options, c'est justement d'avoir une borne de recharge qui va être soit à 120 volts ou à 240 volts. Bon, c'est quoi la différence des deux? Bien, lorsqu'on parle de borne de niveau 1, c'est à 120 volts, niveau 2, 240 volts. C'est déjà plus facile de retenir le chiffre entre les deux. Ce qui arrive, c'est qu'une borne de niveau 1, c'est la petite borne qui est livrée avec le véhicule, qui est dans le coffre, qui nous permet d'être en dépannage. Moi, je la considère comme une borne de dépannage. Lorsqu'on a un véhicule qui a 400 km d'autonomie avec un 60-70 kWh de batterie, ce type de chargeur-là est moins adapté. Lorsqu'on arrive avec un hybride branchable, on va prendre dans l'exemple la Prius C de Toyota. Bien, sa quantité d'énergie qu'on doit mettre à l'intérieur est beaucoup plus petite. Donc, il y a plusieurs propriétaires de Prius C qui vont charger avec la petite borne de 120 volts. On dit petite, mais physiquement, elle n'est pas si petite que ça. Là. Mais elle est moins puissante. Elle est moins puissante. C'est l'équivalence. L'équivalence de ces bornes-là, peu importe la marque, c'est comme la capacité d'un séchoir à cheveux. C'est à peu près 1200, 1400 watts. Donc, si vous voulez faire la comparaison, on va charger peut-être 3, 5, 7 km par heure, tout dépendant de la capacité du chargeur. Et c'est l'équivalence d'un séchoir à cheveux.
Okay. Tandis que l'autre borne, la niveau 2 qu'on appelle, est à 240 volts. Ben, elle, c'est plus la comparaison avec une sécheuse, un séchoir à linge. Donc, c'est 30 ampères à 240 volts. La puissance est beaucoup plus grande. Donc, si vous voulez comparer les deux, faites sécher votre linge avec un séchoir à cheveux. Vous allez voir que c'est long. Donc, ça va être aussi long de charger une voiture avec un niveau 1, une petite borne à 120 volts, si j'ai des grandes capacités. Si j'ai juste un T-shirt à faire sécher, ça peut faire la job. C'est pas ça que je dis oui dans mon expression. Je pense que je comprends un peu mieux. Oui, c'est ça. On comprend un peu mieux ton oui. Donc, dans le fond, Jean, les deux font la job. Dans le sens, les deux peuvent charger, mais un est vraiment plus performant, plus efficace que l'autre. Le premier, à 120 volts, il ne faut vraiment pas être pressé ou avoir une tout petite batterie ou pas beaucoup d'énergie à mettre dans l'auto. Tandis que l'autre, ben, peut nous donner plus d'énergie, donc la niveau 2 à 240 volts. Donc, elle est bonne pour charger plus rapidement, puis elle va être bonne pour des batteries qui sont plus grosses. Oui, puis c'est la type de construction aussi. La construction d'une borne qui vient avec la voiture n'est pas aussi robuste dans le temps quand je l'utilise à tous les jours à l'extérieur versus une borne, de toutes les bornes qu'on a ici au Québec, là, peu importe, là, qui va être robuste, qui va être fait pour être installé en permanence à l'extérieur, qu'on dit qu'il est NEMA 4X, là, c'est-à-dire qu'elle résiste aux intempéries, protège tous les équipements à l'intérieur. Fait que cette borne-là est plus adaptée à charger à tous les jours. Ce qu'il faut faire attention avec une borne, lorsqu'on utilise une borne de niveau 1 ou des niveaux 2 qui sont débranchables, c'est si je branche et je débranche cette borne-là de façon très, très, très récurrente, là, je risque d'avoir des points chauds et d'avoir des bris et des risques d'incendie. C'est ça qu'il faut vraiment faire attention avec ce type de produit-là. Lorsqu'on a une borne, qu'elle soit branchable ou non, installée de façon permanente, c'est beaucoup plus robuste et viable à long terme. OK. Je comprends un peu mieux. En fait, j'espère que nos auditeurs comprennent un peu mieux. Maintenant, Jean, on n'est pas très fort en électricité, mais on sait que, bon, sur nos maisons, les prises de courant, ce qu'Hydro-Québec nous fournit, c'est du courant alternatif. Or, dans nos véhicules électriques, c'est du courant continu, c'est des batteries. Est-ce que ça veut dire que la borne qu'on installe à la maison convertit le courant alternatif d'Hydro-Québec en courant continu pour être capable de fournir au véhicule, ou c'est dans le véhicule que cette transformation-là s'effectue? Ça se trouve être dans le véhicule parce que, contrairement à ce que des fois les gens vont mentionner, une borne n'est pas le chargeur. Le chargeur, il est caché dans l'auto. C'est pour ça qu'on dit que c'est un chargeur embarqué. L'analogie que je peux vous faire, c'est les gens connaissent pratiquement tout le monde, là, les petits chargeurs pour nos batteries au plomb. On a deux petites pinces qu'on vient mettre sur la batterie. On branche le fil et puis on va venir charger la batterie. Ben, dans le véhicule électrique, ce chargeur-là, il est caché dans la carrosserie, en quelque part dans le véhicule. C'est pour ça qu'on dit que c'est un chargeur embarqué. Votre petit chargeur, là, le fil est tout le temps trop court. Hein? Ça nous prend toujours une rallonge, une extension. Bien, la borne fait office d'extension, mais elle vient protéger l'humain parce qu'on peut avoir les deux pieds dans l'eau, tout ça. Donc, c'est ça vraiment. Le chargeur, il est caché dans l'auto. OK. Donc, la borne, c'est pas dans le chargeur, c'est dans le véhicule. Ce qui veut donc dire que si le chargeur est dans le véhicule, Jean, tu me diras si je me trompe, mais ça veut dire que un des éléments qui peut limiter la puissance à laquelle je peux charger mon véhicule, c'est la limite du chargeur. Donc, notre véhicule pourrait lui-même avoir une limite. Ça veut donc dire que ce n'est pas tous les chargeurs donc tous les véhicules qui vont se charger à la même vitesse. Exactement. Et là, puis l'autre principe de base, c'est qu'il faut comprendre que c'est le véhicule qui est maître de la recharge. Ce n'est pas la borne. Ce n'est pas la borne qui décide. La borne, elle a une information, elle a une implication dans la recharge. Mais c'est le véhicule qui décide quelle tension qui m'a été amenée, je vais charger comment. C'est ce que vous avez peut-être entendu appeler les BMS. C'est l'unité qui fait la gestion de la recharge. Et c'est en fonction de la capacité de cette pièce-là qui fait qu'on va avoir des recharges
à 3 kW dans nos anciens véhicules, 6,6, du 11, du 14, dans les autobus, les camions, du 19,2. Il y a beaucoup de termes par rapport à ça. Donc, c'est le chargeur embarqué, comme tu dis, qui détermine la puissance et la vitesse de la recharge. OK. Donc, si je t'ai bien compris, Jean, si ma voiture est limitée par son chargeur interne à 6,6 kW, même si je m'achète un chargeur qui est bon pour en donner 11, parce que le vendeur de borne me dit « achète un chargeur 48 ampères, ça va te permettre de charger à 11 kW », ma voiture, elle ne chargera pas à 11 kW. Elle ne chargera jamais à une puissance plus grande que la puissance limite du chargeur embarqué. C'est exactement ça. L'inverse n'est pas vrai. Si j'ai une borne qui me donne 7,2 kW et que mon chargeur embarqué est de 11 ou de plus grand, ben là, dans ce cas-là, ce sera la borne qui limitera. L'information qui va être envoyée au véhicule va dire je ne suis pas en mesure de te donner plus que telle capacité. OK, je n'irai pas plus que telle capacité. Là, ça se jase entre les deux. Il y a un protocole de communication. Mais c'est dans l'inverse, c'est la borne qui va limiter et non pas le véhicule. Donc, c'est celui qui ça n'ira jamais plus haut que le plus faible entre la borne et le chargeur. C'est exactement ça. Bon. Une question, Jean, qui est souvent posée. Là, les gens s'achètent un véhicule. Leur véhicule peut prendre, on va dire, 6,6 kW. On leur offre de prendre une borne de 11 kW qui est plus forte que ce que le véhicule peut prendre en disant pensez à plus tard, votre prochain véhicule va peut-être être capable de le prendre, votre borne va déjà être bonne pour ça. Donc, on comprend le principe d'acheter une borne un peu plus puissante en prévision de besoins futurs. Ça, je peux comprendre la logique. Maintenant, je vais te poser la question suivante. Mon véhicule, il peut charger à 11 kW, mais moi, j'ai l'opportunité d'avoir à bon prix, parce qu'il y a un rabais, par exemple, ou mon beau-frère me la vend, une borne de 6,6 kW. Le fait de prendre une borne qui est moins puissante que le maximum de l'auto, je comprends que ça va charger moins puissant que ce que la voiture est capable de prendre, mais au final, de quelle façon ça va me pénaliser? Je le prends-tu le deal ou je suis vraiment mieux de prendre une 11 kW si mon auto peut prendre 11 kW? Ben là, je vais me déguiser en Patrick McSween. En as-tu vraiment besoin? C'est ça le fond de la question. C'est Pierre-Yves. C'est Pierre-Yves, excuse-moi. On l'a tellement dans la peau, cette expression-là. Oui, tout à fait. Ça va représenter quoi comme différence? Là? Ça va être moins puissant, donc ça va aller moins vite, mais ça veut-tu dire que le lendemain matin, mon auto ne sera pas chargée? Ben, probablement pas. Probablement que ça n'aura aucune implication au niveau de la recharge, sauf dans des cas très, très particuliers. Si j'ai une très grosse batterie, style une 77 kWh comme dans les Ioniq 5 qui vient le nouveau modèle à la mode là, présentement, ma recharge va peut-être être un petit peu plus longue si ma batterie est totalement vide. Mais si ma batterie est à la moitié, au quart, la vitesse de ma recharge, ça n'aura pas vraiment grande importance parce que mon véhicule va être stationné toute la nuit. C'est quoi la différence que mon véhicule ait fini de charger à 4 heures du matin au lieu de 2 heures du matin? Ouais, si je ne travaille pas de nuit, il n'y a pas grande différence. Hein? Ça ne fait pas grande différence. Puis, si tu arrives pour repartir le matin puis ton véhicule n'est pas plein, c'est pas grave non plus, parce que probablement tu ne videras pas ta batterie non plus dans tes courses de tous les jours, parce que la veille, tu as été à l'extérieur, tu es revenu, il te restait 2 tu étais à plein de sueur. Bon, ben, le lendemain, tu vas être chargé à 80 à 85 Okay. C'est là que le réseau public vient de faire son action aussi, que tu peux te complémenter avec le réseau public dans ces situations-là. Est-ce que tu en as vraiment besoin? Pas nécessairement. Bon, donc, on comprend que c'est un nice to have, mais c'est absolument pas une obligation que d'avoir un chargeur qui va charger à 11 kW, même si notre voiture peut charger à 11 kW. C'est-à-dire que la différence, c'est que sur je ne sais pas, une batterie complètement vide qui prendrait 8 heures à charger, ben dans un cas, elle va peut-être prendre 7 heures, dans l'autre cas, elle va peut-être prendre 8 heures et demie à charger. Mais au final, ça va se passer pendant la nuit. Peut-être que dans un cas où on a 2 voitures électriques à la maison, une avec une petite batterie, une avec une plus grosse, ben ça peut être le fun de charger plus rapidement la petite batterie pour pouvoir
débrancher le premier véhicule puis brancher le deuxième avant d'aller se coucher, par exemple. Donc, ça ait le temps de se charger. Donc, il y a des cas où ça pourrait être utile, mais pour la moyenne des ours, ça ne fait pas une grosse différence. Non, ça ne fera pas de grande différence, mais ce qui va faire peut-être une grande différence, c'est dans l'installation électrique. Est-ce que je peux me permettre de mettre 40, 50, 60 ampères de charge supplémentaire dans mon panneau électrique? Voilà. Et ça, c'est un gros enjeu parce qu'on peut avoir piscine, spa, thermopompe, le chauffage, le chauffe-eau. Ces panneaux-là ont une certaine capacité limite à un moment donné, en quelque part. Bon, quand on charge la nuit, souvent les autres activités ne sont pas là, mais ça ne fait rien dans les calculs qui sont exigés maintenant dans les codes du bâtiment. On doit faire attention à ces normes-là. Donc, ce n'est pas toujours possible non plus de mettre des bornes à très grande puissance. Du moins à coût raisonnable. Donc, pourrait s'ajouter au coût de la borne un coût pour modifier ou changer le panneau électrique. Là. Le prix du câble va être plus cher, le disjoncteur, tout ça va être plus gros aussi. Ouais. Donc, je viens d'augmenter mes frais d'installation. En ai-je vraiment besoin? Écoute, le temps file, mais je veux qu'on parle aussi de... Là, on a parlé des charges niveau 1, qui est le petit chargeur de dépannage fourni avec le véhicule sur 120 volts. La borne niveau 2, qui est celle qu'on se fait installer à la maison, puis qu'on retrouve aussi dans des lieux publics, soit dit en passant, puis qui ont essentiellement les mêmes caractéristiques. Au travail, on travaille avec ces bornes-là. Ben oui, tout à fait. Donc, sur les lieux de travail, dans les stationnements incitatifs, des trucs comme ça. Mais il y a aussi des chargeurs rapides, des bornes rapides, qu'on appelle des BRCC pour bornes de recharge en courant continu ou bornes rapides en courant continu. Parle-nous donc de ces bornes-là. Est-ce que ça fonctionne de la même façon que les bornes niveau 1, niveau 2 dont on a parlé tantôt? Et non, ça ne fonctionne pas de la même chose. Justement, la différence que tu l'as dit dans le nom de BRCC, c'est une borne en courant continu et non pas un courant alternatif. Ah, donc c'est directement comme la batterie du courant continu. C'est comme la batterie et le système qui fait la gestion de la recharge du véhicule, notre BMS. Lui, ce qu'il va faire, c'est qu'au lieu de passer l'énergie, de faire rentrer l'énergie par le chargeur embarqué, on va amener cette tension-là directement à la batterie. Donc, il va avoir je veux dire l'anglicisme, un match, je ne sais pas comment le dire, entre la tension du chargeur externe qui va être la borne de recharge rapide et la batterie. Et là, le véhicule va se mettre à recharger. On va envoyer de l'énergie, mais à des très grandes puissances. On parle de 24, 50, 200, 250 kilowatts de puissance. Okay. Et ça, là, c'est de la recharge, on est ailleurs. Donc, de ce que je comprends de ton explication, Jean, dans ce cas-là, le chargeur n'est plus dans le véhicule. Le chargeur, c'est comme s'il était dans la borne, c'est ça? La borne devient le chargeur, c'est elle qui crée la partie DC. Mais le gestionnaire de la recharge va toujours envoyer des informations à la borne de recharge rapide. OK, j'ai besoin que tu te positionnes à telle tension, je peux accepter tant de courant, tout dépendant de la recharge de la batterie et ses conditions de recharge. Est-ce qu'il est correct, Jean, de dire que ce que ça veut donc dire, c'est que sur une borne rapide, il y a dans le véhicule un système électronique, le BMS, dont tu parles, qui est le chef d'orchestre, qui va lui donner des ordres à la borne, puis dire à la borne quelle est la puissance que le véhicule est capable d'accepter à ce moment-là. Donc, la borne, elle va tout simplement se mettre à la remorque, se mettre à écouter le véhicule, puis répondre aux besoins du véhicule. C'est pour ça qu'on dit que le véhicule reste toujours le maître. La borne est toujours l'esclave. Et elle va s'ajuster en fonction des besoins qu'on va avoir pour charger la batterie. Si vous remplissez un verre d'eau au robinet puis que vous débordez un peu d'eau de votre verre, de votre contenant, c'est pas très grave, on l'essuie, mais une batterie ne peut pas faire ça. Donc, pour maintenir sa santé puis que ce soit sécuritaire, la recharge doit répondre à des caractéristiques très, très, très précises que les manufacturiers programment à l'intérieur de ces fameux BMS-là, ces gestionnaires, ton chef d'orchestre, j'aime bien ton expression.
puis va pouvoir justement dire à la borne, OK, tu arrêtes, je suis plein, je surchauffe. Baisse la vitesse, on approche du maximum. Oui, exactement. Ouais. Va pouvoir s'ajuster en fonction des besoins. C'est pour ça que sur une borne rapide, on voit que la puissance de la borne va varier en fonction de différents paramètres au cours de la charge. C'est ça. Donc, si on se branche avec le véhicule presque vide, puis qu'on regarde quelle puissance la borne nous envoie au fil du temps, on va se rendre compte que généralement, ça va se mettre à baisser. Donc, c'est le véhicule qui, en fonction de ses caractéristiques intrinsèques, va donner des commandes à la borne puis va faire graduellement ralentir la puissance. Donc, finalement, la BRCC va donner le maximum que le véhicule peut prendre jusqu'à concurrence de son maximum à elle-même, la borne, j'imagine, comme un chargeur niveau 2 tantôt, on disait, il y a le chargeur, il y a aussi sa limite. Bien, la borne, c'est une borne de 50 kW, même si le véhicule en veut plus, la borne ne pourra pas jamais en donner plus. Exactement. Et ce n'est pas parce que je vais sur une borne de 100 kW que je vais charger plus vite. C'est justement cette limitation-là du véhicule. C'est exactement pareil comme le niveau 2 qui fait que vous ne consommerez pas l'énergie qui va être disponible par la borne. Donc, il faut faire attention aussi de ne pas commencer à utiliser les bornes de grande puissance quand on n'a pas besoin, parce qu'il y a des véhicules qui sont capables de les utiliser. Donc, je pense que c'est une bonne pratique et en plus, avec des tarifs qui seront différents dans le futur, ben, vous allez économiser d'utiliser des bornes de la bonne puissance. Adapter à la puissance. Autrement dit, c'est encore le concept d'en as-tu vraiment besoin? Si ton véhicule ne va pas en haut de 50 puis que tu utilises une borne qui coûte plus cher parce qu'elle peut aller en haut de 50, tu n'as pas d'avantage à le faire, tu ne rouleras jamais plus haut que 50 de toute façon. Exactement. Est-ce que deux marques de véhicules différents électriques qui peuvent se charger, on va dire, leur maximum qu'ils peuvent prendre, c'est 80 kW, mettons. Et une voiture d'une marque A et une voiture d'une marque B, dont leur maximum de puissance qu'ils peuvent prendre, c'est 80 kW. Est-ce qu'ils vont charger les deux à la même vitesse tout le temps? Est-ce que si j'observe, je branche les deux véhicules en même temps puis j'observe quelle puissance les véhicules demandent, ça va être la même puissance tout le temps parce qu'ils ont le même maximum les deux? La réponse est non. Parce que même, tu parles de deux véhicules différents. Donc, les stratégies de recharge qui sont programmées à l'intérieur des BMS sont probablement différentes. Et les températures de batterie, ce qui vient totalement influencer la vitesse de la recharge, sont probablement différentes. Pour avoir des recharges qui seraient identiques, je devrais avoir deux véhicules qui ont été dans les mêmes conditions, qui ont fait les mêmes kilométrages, qui ont fait les mêmes types d'accélération, qui vont avoir la même température de batterie. Là, on aura probablement des charges similaires. Si c'est la même marque de véhicule. Ah oui, mais en ayant des véhicules différents, c'est sûr et certain que, à moins d'avoir une Kona et une Niro qui ont exactement le même système de recharge, mais est-ce qu'ils seront vraiment... Donc, les manufacturiers ont chacun leur stratégie de gestion. Donc, autrement dit, le manufacturier A donne des instructions à son chef d'orchestre qui peuvent être différents du manufacturier B, qui, lui, va demander au chef d'orchestre d'être plus prudent sur la puissance, par exemple, ou plus agressif, au contraire. Donc, ça peut varier d'une marque de véhicule à l'autre, ce qui explique que tous les véhicules ont leurs caractéristiques différentes. Puis à l'intérieur de cette même caractéristique-là d'un même manufacturier, le comportement de la recharge peut différer d'une fois à l'autre, compte tenu du fait, comme tu as expliqué, que la température de la batterie va varier en fonction d'un paquet de paramètres, la température extérieure, combien de temps j'ai roulé, j'ai-tu chargé avant ce qui pourrait faire chauffer un peu ma batterie. Exact. Donc, il y a plein de paramètres qui vont influencer ça. Je roule mon véhicule à 100 km/h puis je le roule à 135. La température de la batterie ne sera pas la même parce que la puissance consommée va être très différente. Donc, ça vient vraiment changer. Okay. Jean, on exagère dans le temps, on a défoncé un petit peu, mais j'ai une petite question que je veux te poser avant qu'on se quitte. On a parlé de 3 types de chargeurs. Niveau 1, niveau 2, puis la recharge rapide. Est-ce qu'il y en a un qui est meilleur que les autres? Est-ce qu'il y en a un que je dois éviter? Est-ce qu'il y en a un que je peux utiliser, mais pas trop souvent? C'est quoi les règles? Là? Moi, je m'achète un auto. Si je veux utiliser mon auto le plus longtemps possible, de la meilleure façon possible, quelles sont les bonnes habitudes que je dois avoir en tête? La bonne habitude, c'est d'avoir une borne de recharge de niveau 2 à la maison, ce qui va permettre justement de maintenir ma santé de ma batterie parce qu'une des fonctions du gestionnaire de batterie, notre maître d'orchestre,
notre chef d'orchestre, c'est d'avoir des tensions égales à l'intérieur de la batterie, parce que la batterie est faite d'une série de piles à l'intérieur et justement de niveler tout ça. De prendre de la recharge rapide, ça n'endommage pas une batterie. De prendre de la recharge rapide de façon excessive, là, on peut avoir une dégradation, mais ça ne tuera pas la batterie. L'exemple que je peux donner, c'est justement qu'est-ce qu'on a fait chez Théo Taxi. C'était un magnifique banc de test et on a eu des véhicules, des taxis qui ont chargé uniquement sur de la recharge rapide, peut-être à 90% du temps. Et là, ces batteries-là ont été affectées parce que ça ne maintenait pas une intégrité de la santé de la batterie. C'est la recharge de niveau 2, c'est elle qui va venir faire un nivelage pour que toutes les cellules de la batterie soient à la même tension et c'est ça qui garde la santé de la batterie. Juste pour être certain que c'est clair, Jean, exagérer sur la recharge rapide, c'est quoi? Si je me charge à la maison tous les jours, mais que je vais sur une borne rapide une fois par semaine, c'est-tu trop? C'est-tu deux fois par jour qui est trop? C'est quoi qui est trop? Non, c'est pas trop. Ben, si je serais à 2 fois par jour, 7 jours semaine, je vous dirais oui. Mais à l'occasion, lorsqu'on va faire nos déplacements, les week-ends ou sur la route, comme moi, par exemple, j'ai eu une Chevrolet Bolt pendant 3 ans et demi. On critique beaucoup souvent, on entend des critiques sur la recharge de la Bolt, mais ça a gardé ma batterie en santé à 185 000 km. J'avais 7% de dégradation. Et ça, en 3 ans et demi. Donc, je suis quelqu'un qui fait 50-55 000 km par année sur la route. Donc, la recharge rapide, je l'utilise lorsque j'en ai besoin. Je ne me prive pas et je n'avais pas de dégradation qui était énorme après 185 000 km. Donc, quand on dit souvent que 90% de nos recharges sont à la maison, le 10% du temps est en déplacement. Si ce 10% du temps-là en déplacement était uniquement sur des bandes rapides, ça ne causerait aucun problème. Moi, je ne vois pas de problème. Jean, tu as répondu, je pense, à la majorité des questions que les gens se posent. Un gros merci pour ton temps et ta disponibilité. Puis, écoute, j'espère que si on a d'autres questions qui touchent le domaine de la recharge, on aura sûrement la chance de se reparler. Sûrement, puis on aura sûrement le moyen de se parler sur d'autres sujets aussi. Bien, ça nous fera grandement plaisir. Merci beaucoup, Jean Gariepi. Plaisir, Martin. C'est vrai que ça brise moins, mais il y a quand même un minimum d'entretien à faire sur nos voitures électriques. Quand est venu le temps de faire l'entretien de mon véhicule, j'ai choisi de faire confiance à l'équipe d'Arleco plutôt que le concessionnaire. Ça fait maintenant 3 générations que cette entreprise familiale chouchoute nos voitures et ils ont été parmi les premiers à s'engager activement dans l'électrification des transports tout en adoptant des procédures et des produits sains pour l'environnement. Avec ses techniciens spécialement formés à l'entretien et réparation des voitures hybrides et électriques, Arleco nous offre aujourd'hui la même qualité de service sur nos VE qu'elle a toujours livré depuis bientôt 40 ans. De plus, chez Arleco, j'obtiens 10 % de rabais sur la main-d'œuvre et les traitements anti-rouille avec ma carte membre hors de l'AVEC. Arleco Génération 3, 8470 Boulevard Parkway à Anjou, 514-352-1446 ou arleco.ca. Arleco, servir au-delà de la réparation. Les réflexions branchées de Claude Gauthier. Alors, bonjour tout le monde. Je profite de l'instant pour vous souhaiter une joyeuse année 2022 puisque c'est ma première chronique de l'année. Aujourd'hui, je vais vous parler, il y a de cela quelques instants, quelqu'un m'avait demandé qu'est-ce qui était le mieux. Est-ce qu'il serait mieux de vendre son auto à essence pour se procurer un nouveau véhicule électrique ou plutôt utiliser son véhicule le plus longtemps possible? Donc, je l'ai ramené au tableau de Barry Saxe-French qui démontre la production de gaz à effet de serre pour un véhicule à essence versus un véhicule électrique, surtout ici au Québec où on a une production
d'électricité presque à 0% émettrice de GES. Et il me dit, oui, là, ça, je le comprends, sauf qu'il y a une autre affaire que tu sembles oublier, et c'est que pour produire un nouveau véhicule, ça prend quand même beaucoup de matériaux et beaucoup plus pour les véhicules électriques que les véhicules à essence. Donc, j'avais pas tout à fait ce qu'il me fallait pour lui répondre. Donc, j'ai fait un petit peu de recherche, et vous allez entendre ma réponse que je lui ai fait par après. Donc, c'est un peu la même question que Jacques Parizeau avait demandé. Vous savez, si vous avez vu la pièce J'aime Hydro, qui est une excellente pièce que je vous invite tous à aller voir, qui demandait qu'est-ce qui était mieux. Est-ce qu'on est mieux de produire 1 kWh additionnel ou on serait pas mieux peut-être d'économiser 1 kWh? Donc, Jacques Parizeau avait jamais eu la réponse, mais moi, je vais vous donner la mienne par rapport à la question de mon ami. Donc, c'est une étude que j'ai découverte, qui est par un organisme qui s'appelle Transport et Environnement, donc un organisme européen. Et il a fait le calcul suivant. Puis, je vous avoue, vous savez, je baigne quand même là-dedans à la journée longue, puis il y a des choses encore que j'oublie. C'est que ce qui fait qu'il y a un véhicule électrique qui est beaucoup moins polluant, même au niveau de la production des matériaux, c'est que, oui, on va avoir à produire un véhicule électrique avec la batterie en ce moment. Mais à longue échéance, ce qui va arriver, c'est que le véhicule est recyclable jusqu'à une certaine partie, un peu comme un véhicule à essence. Vous savez, quand on va faire le recyclage d'un véhicule, on va enlever des parties qu'on ne peut pas recycler, on va recycler le reste. Donc, on va faire la même chose pour un véhicule électrique. Et justement, la partie qui est la plus recyclable, je dirais, c'est la batterie. Donc oui, en ce moment, on est obligé de produire beaucoup de batteries parce qu'il y a beaucoup plus de véhicules sur les routes qui arrivent. Sauf qu'à un moment donné, la courbe, elle va repartir en baisse. OK? Eux autres ont fait le calcul suivant. Donc, on dit qu'un véhicule à essence sur sa vie utile va environ consommer 17 000 litres d'essence. Donc, ce 17 000 litres-là d'essence, bien sûr, est propagé dans l'air, on le sait déjà. Sauf qu'il n'y a aucun moyen de le récupérer. Et pour vous donner une idée, on dit 17 000 litres d'essence, c'est un peu comme si on avait une structure superposée, là, un baril par-dessus l'autre. Donc, ça donnerait une structure de 90 mètres qui est aussi haute qu'un bâtiment de 25 étages. Ou encore, si on mettait 17 000 litres dans un seul baril, il faudrait que votre baril mesure 4 mètres de haut par environ 2,3 mètres de diamètre. Ça donne quand même un assez gros baril. On continue l'étude en disant qu'un litre d'essence pèse environ 0,75 kg et qu'un véhicule à combustion va donc brûler 12 700 kg d'essence. Par rapport à une batterie de 85 kWh, qui est quand même une grosse batterie, va peser environ 550 kg. Donc, vous voyez que premièrement, pour produire ça veut pas, la logique dit que ça va être beaucoup moins. OK? Et en plus, on va les recycler. Donc, si on regarde ça, donc une voiture à combustion va dépenser 11 tonnes de matières premières qui sont irrécupérables. OK? Donc, il y a 11 tonnes de matière qu'on va mettre et qu'on ne peut pas, absolument pas récupérer. Donc, par rapport à un véhicule électrique, la partie irrécupérable, et là, eux autres, leur recherche est faite en Europe et je pense que en tant que tel, la récupération de batterie n'est pas aussi bonne, quand même drôle à dire, que nous autres. Et il leur reste 30 kilos, qui équivaut à la taille d'un ballon de football, donc un ballon de soccer, qui est pas récupérable. Donc, vous voyez que c'est vraiment beaucoup moins. Et aussi, on dit que ce qu'on pense, c'est que les batteries vont avoir besoin d'environ la moitié des matières qu'ils ont besoin en ce moment. Donc, on donne une comparaison, mettons, par rapport au lithium, on dit que c'est environ 50%. Le cobalt, on dit qu'on va avoir besoin d'environ du quart de ce qu'on utilise actuellement. En tant que tel, c'est le nickel qui, lui, va baisser d'à peine 20%. Mais quand même là,
Imaginez que 50% de moins de lithium et 75% de moins de cobalt, c'est quand même énorme. Donc, c'est ce qui change la donne pour les véhicules électriques, véhicules versus les véhicules à essence. C'est qu'en plus de produire le véhicule et que le véhicule utilisé va produire beaucoup moins de GES, aussi ce qu'il faut penser, c'est que les matières premières pour produire le véhicule électrique, autant que la batterie, sont beaucoup moins qu'un véhicule à essence. Donc, vous pouvez aller voir l'étude dont je vous parle sur le site www.transportenvironnement.org. Vous allez voir le titre de l'étude des Battery versus Oils Comparison Raw Material Needs. Donc, vous allez pouvoir voir comme moi exactement les mêmes chiffres. Donc, sur ce, à la prochaine. Voici les activités à venir dans les prochaines semaines dans le monde de l'électromobilité. C'est pour l'instant seulement 3 conférences que j'aurai la chance de donner. La première mardi le 25 janvier à 18h30. Conférence à voiture électrique, est-ce pour vous? C'est à la bibliothèque Bruno Sigmund de Shawinigan, uniquement pour les abonnés de bibliothèque. Jeudi le 24 mars à 19h, toujours la voiture électrique, est-ce pour vous? C'est à la bibliothèque de Vaudreuil-Dorion, toujours pour les abonnés de la bibliothèque. Et le mercredi 20 avril à 19h, une conférence à la voiture électrique, un survol électrisant. C'est à la bibliothèque Annie Saint-Arnaud. C'est à Latuc et espérons-le, la conférence pourra se faire en présentiel et c'est encore une fois pour les abonnés de la bibliothèque. Ceci conclut l'épisode d'aujourd'hui. Remerciements sincères à notre invité Jean Garriépi de Bectrol. À la recherche, Martin Archambault et Stéphane Levert. Merci également à nos chroniqueurs Stéphane Levert, Claude Gauthier, Laurent Gigon, Philippe Corbeil, Philippe Calvé, Cédric Ingrand et Nicolas Lambert. Communication, Marie-Hélène Hamelin. Thème musical, François Viau, Luc Poirier et Marie-France Falardeau. Réalisation et production, les studios Basses. Un merci tout spécial à Arleco, notre commanditaire principal, ainsi qu'aux autres annonceurs qui rendent l'émission possible, soit Hydro Solutions, Précision PPF Vitres teintées, la Boutique Réserve, ainsi que l'Association des véhicules électriques du Québec. La reproduction est permise, mais nous apprécierions en être avisés. Les questions sur le balado doivent être adressées à martin@silenceonroule.com. Et pour les informations générales sur les véhicules électriques, visitez le www.avq.ca. Vous avez accès aux archives de tous nos épisodes au archives@silenceonroule.com. Mon nom est Martin Archambault et d'ici le prochain balado, j'espère que vous attraperez la piqûre et direz vous aussi, silence, on roule.